Bonjour à tous et bienvenue dans ce périple de 30 minutes sur les rivages de la Méditerranée. Aujourd'hui, l'actualité nous emmènera en Grèce où les partis politiques bataillent pour former un gouvernement de coalition. Une incertitude politique qui favorise l'émergence de partis d'extrême droite. Notre rubrique Vivre ici sera en partie consacrée au drame de Furiani en Corse. Il y a 20 ans, la tribune d'un stade s'effondrait faisant 18 morts et des centaines de blessés. Aujourd'hui encore, les familles dénoncent l'attitude des responsables sportifs et administratifs de l'époque. Et puis, nous rencontrerons Iyad. Cet étudiant palestinien sera notre visage de la Méditerranée. Il a quitté la bande de Gaza pour passer un diplôme de réalisation en Corse. Mais d'abord un point sur la Syrie où l'escalade de la violence semble sans fin. Mercredi, un convoi d'observateurs de l'ONU a été pris pour cible et jeudi, c'est un double attentat qui a fait 55 morts à lui seul à Damas. Dans les villes qui abritent les bastions de la rébellion, la répression continue et le pays s'enfonce dans la guerre civile. Une énorme déflagration secoue le sud de la capitale syrienne. Il est à peine 8 heures. C'est une deuxième voiture piégée qui vient d'exploser. Quelques minutes plus tard, les premiers secouristes arrivés sur les lieux découvrent des scènes de guerre. Des dizaines de véhicules détruits par l'explosion, des cadavres carbonisés, quelques Syriens errent dans les décombres. Le bilan est très lourd, 55 morts et 372 blessés. Les attentats suicides visaient ce bâtiment qui abrite des forces de sécurité syriennes dans ce quartier acquis au régime de Bachar al-Assad. Qu'est-ce que veulent les attaquants? La liberté? Il y avait beaucoup d'étudiants qui se rendaient à l'école et les voitures endommagées nous appartiennent. Quel genre de liberté est-ce qu'ils veulent? Aucune revendication pour l'instant, mais le régime et les rebelles se rejettent mutuellement la responsabilité de ces attaques meurtrières. Sur place, le chef des observateurs de l'ONU lance un appel à l'arrêt des violences. Nous avons besoin que tout le monde, à l'intérieur comme à l'extérieur de la Syrie, comprenne que tout cela ne peut qu'apporter plus de souffrance pour les femmes, les enfants et le peuple syrien. Les condamnations sont unanimes dans la communauté internationale, pourtant impuissante à mettre fin aux violences qui ont fait 12 000 morts depuis le début de la révolte en mars 2011. La Syrie, c'est l'un des grands dossiers sur lesquels le nouveau président de la République française va devoir prendre position, car cela fait bientôt une semaine que François Hollande a été élu face à Nicolas Sarkozy. La passation de pouvoir entre les deux hommes aura lieu le 15 mai à l'Elysée. Le lendemain, on devrait connaître la composition de l'équipe gouvernementale version Hollande. Autre pays concerné par les élections, c'est l'Algérie. Jeudi, plus de 21 millions d'électeurs étaient appelés à voter pour désigner 462 députés. Un scrutin à un seul tour avec un taux de participation de 43%, plus élevé que prévu. Le Front de Libération Nationale au pouvoir arrive en tête, suivi de la coalition islamiste de l'Algérie verte. Pour le pouvoir en place, ces élections prouvent sa volonté de démocratiser la vie politique, une opportunité que n'ont pas boudé les Algériens vivant en France. 800 000 Algériens étaient invités à participer au scrutin législatif sur le sol français. Et s'ils ont vécu d'un peu loin le printemps arabe, ceux qui se sont rendus aux urnes à Lille, Marseille ou Dijon ont exprimé leur joie de faire ce geste démocratique oublié. Pour moi, c'est un printemps algérien, démocratiquement. On est venu ce matin, j'ai voté, c'est un devoir. Quel bonheur de voter autant de fois que la démocratie peut se présenter à nos portes. C'est un plaisir, c'est hyper important, tout bêtement, pour que la démocratie avance. J'espère que ça va faire avancer les choses là-bas, surtout pour les gens qui vivent là-bas. 4 des 462 députés élus vivent sur le territoire français. Comme les autres, ils devront prouver à la population que le changement démocratique lui ouvre vraiment de nouvelles perspectives. En Grèce aussi, on a voté dimanche dernier pour les élections législatives, mais cela a débouché sur une impasse. Depuis une semaine, les tractations entre partis politiques s'enchaînent pour former un gouvernement de coalition. Mais jusqu'à présent, tous les dirigeants politiques mandatés pour le faire ont échoué, que ce soit le leader de la gauche radicale ou le chef de file des conservateurs. La dernière tentative a été menée par le dirigeant du PASOK socialiste. Il attendait beaucoup de sa rencontre avec le chef de la gauche démocratique, mais ce dernier a refusé de se joindre à des partis favorables au plan
plan d'aide international. Conséquence, eh bien, de nouvelles élections législatives pourraient se tenir en juin en Grèce. Autre phénomène de ces législatives de dimanche dernier, c'est qu'elles ont permis à certains partis de se faire entendre. C'est le cas de l'Aube dorée. Ce parti d'extrême droite, né dans les années 80, est arrivé 6e aux élections. Avec 21 députés, il devient ainsi le premier parti ultra-nationaliste à entrer au Parlement. Inconnu voilà 2 ans, il prospère avec des idées clairement néo-nazis. Le reportage de nos confrères de France 2. S'il vous plaît, quand le président va entrer, je veux que tout le monde se lève par respect. Des journalistes attendent le chef du parti d'extrême droite Aube dorée pour sa première conférence de presse depuis les élections. Allez, debout, levez-vous par respect. Des gardes du corps jouent l'intimidation, des journalistes protestent. Et tous ceux qui ne veulent pas se lever doivent sortir. Le ton est donné. Aube dorée et son leader, pour quelques mois, rafle 21 sièges de députés sur 300 dans le Parlement grec après une campagne xénophobe anti-immigration. Personne ne doit avoir peur de moi si c'est un bon citoyen grec. Pour tous les autres, les traîtres, je m'en moque. Mykoliakos refuse d'être qualifié de néo-nazi. Pourtant, lorsqu'il est élu conseiller municipal en 2010, il arrive le bras levé. C'est d'ailleurs le signe de ralliement d'Aube dorée lors de leur rassemblement. Leur symbole, un signe antique proche d'une croix gammée. Mais leur percée dimanche dernier, ils la doivent avant tout à leur discours contre le plan de rigueur imposé par l'Europe. Les émissaires européens, on va les renvoyer à coups de pied. Ce sont des anti-grecs. Aujourd'hui, tous les autres partis refusent de négocier avec eux. Si l'extrême droite fera bien son entrée au Parlement grec, elle n'accédera donc pas au gouvernement. On reste en Grèce, où la crise a permis de mettre au jour l'ampleur d'un phénomène, celui de la fraude. Dernier scandale en date, les faux malades et faux handicapés qui utilisent les failles du système pour toucher une pension. Leur nombre a atteint, selon le ministre adjoint de la Santé, un niveau, je cite, provoquant. Mais dans cette affaire, vous allez voir que les praticiens ont eux aussi une part de responsabilité. Lunettes noires au volant de sa voiture, ce jeune grec est pourtant aveugle. Ou du moins il est enregistré comme tel auprès de l'administration depuis maintenant 10 ans. Christos, 35 ans, diplômé d'économie au chômage, n'a pourtant pas le moindre problème de vue. Son handicap, il l'a inventé de toutes pièces pour toucher la pension. Je suis allé voir un médecin que je connaissais. Il m'a dit « tu vas faire ça et ça ». J'ai donné le montant qu'il m'a demandé et après c'était très facile. Il y avait une faille dans le système et j'en ai profité. J'ai payé un pot de vin, mais il ne faut pas croire que ça me rapporte tellement d'argent. Seulement 700 € tous les 2 mois. 724 € exactement, tous les 2 mois et à vie, obtenu grâce à un dessous de table de 500 €. Une somme qui, avec des petits boulots, lui permet de vivre. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de faire du mal à la Grèce en faisant ce genre de choses ? Oui, c'est mal ce que je fais, probablement, mais le système ne m'aide pas, moi comme beaucoup d'autres. Mais ce n'est pas la faute des Grecs, et les Grecs ne sont pas des voleurs. Quand tu n'as pas de travail, tu dois vivre, et donc ils m'obligent à voler. Mais je ne suis pas un voleur. Si j'avais un moyen de survivre, je n'aurais jamais fait ça. Un exemple parmi des milliers. Un audit national du système de santé grec vient d'être lancé. Après quelques semaines, il a déjà permis de déceler 37 000 usurpateurs, de faux aveugles, de faux asthmatiques, de faux malades mentaux aussi. Coût total pour la collectivité, 110 millions d'euros par an. Pas étonnant quand on sait que l'institution la plus corrompue du pays, selon Amnesty International, c'est l'hôpital public. Ici, les pots de vin sont rois, 30 € pour obtenir un rendez-vous plus rapidement, 30 000 pour une opération chirurgicale. Le docteur Exadactylos dirige l'ordre des médecins de la ville. Lui affirme n'avoir jamais pris part à la corruption, mais l'avoir observé partout. Le problème en Grèce, c'est que pendant une longue période, tout le monde a cru que tout était permis et qu'il n'y aurait jamais de contrôle. Il faut dire que ça soit un cardiologue qui fait 40 opérations par mois ou un médecin de campagne, la rémunération est fixée à 2200 €. Vous comprenez qu'avec ces salaires fixes, eh bien, ça pousse les gens à faire des choses qu'ils ne devraient pas faire.
En Grèce, c'est dur à croire, mais au XXIe siècle, notre système n'est pas entièrement informatisé. Il n'y a pas de système qui permet de savoir qui a droit à quel type de pension ou d'indemnité. Par exemple, il y a même des hommes qui touchent des indemnités pour un accouchement. Mais quelque chose de bien va sortir de cette crise finalement, car nous avons dû faire face à tous ces problèmes. Et nous faisons face. Parallèlement à cette fraude au faux handicap, l'administration s'attaque aux emplois fictifs. Il y en aurait plusieurs milliers dans la fonction publique, ainsi qu'à la fraude fiscale qui à elle seule coûterait chaque année jusqu'à 30 milliards d'euros à l'État grec. Alors pour débusquer les fraudes et les abus, chacun sa méthode. En Italie, Mario Monti, le chef du gouvernement, a carrément fait appel à la population. Un site internet a été créé spécialement pour permettre aux Italiens de signaler les gaspillages de l'administration. L'objectif, c'est de réduire la dépense publique. Lancée début mai, l'opération rencontre un franc succès. Reportage à Rome signé France 2. Pour les esthètes, c'est un joyau arboré dont les premières pierres ont été posées au XVIe siècle. Mais pour le gouvernement, c'est un symbole des dépenses inutiles. Visite guidée de ce qui est aujourd'hui un centre sur la littérature nordique. On va poser des étagères ici. 6 fonctionnaires travaillent ici. Le bureau du président. 3000 mètres carrés, 500 mètres carrés par employé. Pour le gouvernement qui nous en a donné l'adresse, beaucoup d'espace et peu d'activité. On édite la revue d'études germaniques. Tous les mois? Non. Non, jusqu'à l'année dernière, tous les 4 mois, désormais tous les 6 mois. Sans parler du point de vue à en faire oublier la réalité. On voit la mer quand il y a le vent du nord. Des exemples comme celui-ci, il y en a des milliers et ce sont les Italiens eux-mêmes qui les dénoncent ici depuis une semaine directement au siège du gouvernement. Au 4e étage dans ce bureau, 95 000 emails déjà envoyés. Ils sont triés sur la table, des idées dans tous les domaines. Train de vie de l'État, bâtiments inutiles, défense, police, école, retraite, rien n'échappe à l'œil critique des Italiens. On nous propose même de restructurer les collectivités locales avec des regroupements et aussi des suppressions de provinces. Il faut vraiment un effort, et un effort de la part de tout le monde. C'est ça qui est important. Tout le monde va contribuer à cette phase difficile que traverse notre pays. La liste des premières coupes sera rendue publique le 1er juin prochain. Objectif 5 milliards d'économies cette année. Et à terme, c'est 20% de la dette du pays qui pourrait être remboursée. Demain, cela fera 4 mois jour pour jour que le paquebot Concordia a fait naufrage près d'une île italienne avec à son bord 4200 passagers. La catastrophe avait fait 32 morts, dont 6 Français. Dans un souci d'apaisement, la compagnie Costa a commencé à verser des indemnisations. Le point avec Vanessa Fize. 235 des 456 passagers ont reçu 9 000 €. Il s'agit d'une provision destinée à couvrir les frais divers et une partie des indemnisations en attendant d'affiner l'estimation du préjudice. Une autre partie des touristes toucheront 11 000 € contre l'abandon des poursuites. D'autres enfin demandent une somme beaucoup plus importante. Le tribunal examinera leur requête en juin. En ce qui concerne les proches des 6 passagers tués dans l'accident, la justice statuera à part. C'est en Italie qu'est conduite l'enquête principale. 9 personnes sont poursuivies, dont le commandant du navire et son second pour homicides multiples par imprudence, naufrage et abandon de navire. Pendant ce temps, la compagnie Costa poursuit ses activités et vient même de lancer un nouveau bateau encore plus grand que le Concordia. Le Facinosa peut accueillir 5000 passagers. Il a coûté 500 millions d'euros. Cette semaine, notre rubrique Vivre ici va revenir sur des événements tragiques qui ont marqué les populations de part et d'autre de la Méditerranée. En Corse d'abord, où l'on commémorait samedi dernier le drame de Furiani. Le 5 mai 1992, Bastia recevait Marseille en demi-finale de la Coupe de France. Ce jour-là, une tribune construite à la hâte s'est effondrée 10 minutes avant le coup d'envoi du match. Bilan, 18 morts, 2400 blessés. 20 ans après, vous allez le voir, le souvenir de ce drame est toujours aussi douloureux. Les chants corses retentissent dans les églises, le silence se fait devant les plaques érigées à la mémoire des victimes de la catastrophe de Furiani. 2 décennies d'absence déjà pour les proches des victimes. C'est un souvenir très triste parce que nous avons perdu notre neveu qui avait 18 ans à cette époque-là.
J'ai perdu mon beau-frère, 23 ans, Thierry Jean-Pierre, et je suis tombé au stade Fouriane. Voilà. Si les plaies ne se referment pas, c'est aussi que des proches demandent toujours des comptes aux hautes instances du football français. Ils souhaitent transformer ce 5 mai en journée sans match. Des requêtes, pour l'instant, restées vaines. Le foot, c'est pas que des bonnes histoires, c'est le foot fric. Fouriane, c'est la terrible catastrophe de ce foot fric. Et bien là, qu'il est temps de commémorer dignement cette catastrophe et que les instances reconnaissent leurs responsabilités dans ce drame et qu'enfin, ils nous donnent ce jour pour qu'on puisse vraiment se recueillir. À l'issue des cérémonies de commémoration, la Fédération française de football a affirmé avoir formé un comité de suivi. Il rendra ses conclusions en septembre. Ce comité de suivi pourra-t-il apporter des réponses? C'est en tout cas ce qu'espèrent les victimes qui se battent depuis 20 ans pour que toute la lumière soit faite sur ce drame. Pour comprendre comment les choses se sont enchaînées, de la démolition de la vieille tribune à l'effondrement fatal jusqu'aux 2 procès, je vous propose de regarder ce reportage d'Anne-Marie Leccia. On était là-haut, on était si bien, les majorettes dansaient, les chansons flottaient dans nos têtes. C'était si beau, si merveilleux que ça n'a pas pu durer. La fête est gâchée, la tribune est tombée. Ces mots sont ceux d'une enfant de 12 ans à l'époque de la catastrophe. Isabelle, petite fille tombée de la tribune avec 3 membres de sa famille. 2300 blessés et surtout 18 morts, 18 noms gravés dans la pierre. Le drame de Fouriane est le plus grave jamais arrivé dans un stade de France. Tout a commencé une semaine avant. En une nuit, l'antique tribune nord du stade Armand Chiesari est détruite à coups de bulldozer. En quelques jours, avec le renfort de l'armée, des gradins provisoires sont installés. Objectif des dirigeants du Sporting Club de Bastia, faire plaisir aux supporters, ramasser le plus possible d'argent, le club est financièrement aux abois, enfin reconstruire une tribune en dur à la fin de la saison. Nous avons la volonté d'agir très vite dans les 2 mois à venir pour qu'au début de saison nous puissions mettre en place cette tribune. Nous allons présenter rapidement le dossier d'investissement aux collectivités tel que nous l'ont demandé pour que ça aboutisse au plus tôt. Mais c'est le drame. Le conditionnement, l'évacuation des blessés va durer toute la nuit du 5 mai. Une mobilisation des secours sans précédent. Les hôpitaux insulaires sont vite débordés, alors la solidarité s'organise. Elle va durer des mois. Il faudra parfois plusieurs jours aux familles pour retrouver les leurs et les structures du continent sont mises à contribution. Les étudiants, les amicales, tout le monde là, ils ont essayé de nous apporter vraiment du réconfort et ils étaient là présents tous les jours pour s'occuper de nous. Il y a eu beaucoup de victimes, il y a eu beaucoup de blessés. S'il y a un Dieu, il y aura une justice très sévère. Ça, c'est ce que je souhaite, moi. Une grosse sévérité pour ceux qui sont coupables. Le lendemain du drame, le président François Mitterrand est à Bastia. Que me reste-t-il à faire sinon témoigner pour tous les Français? On dire, eh bien, la France est solidaire. Si ça peut aider moralement, tant mieux. Mais ce que les victimes attendent, ce sont des réponses de la justice. Elles seront déçues. Quand le procès débute, un accusé manque à l'appel. Jean-François Philippi, le président du SCB. Il a été assassiné quelques jours avant. C'est l'un des acteurs principaux de la catastrophe. Le procès est amputé d'une partie de sa vérité. Il aurait mieux valu que M. Philippi, soit aussi au banc des accusés et aurait pu peut-être, je dis bien peut-être, donner sa version et nous dire pourquoi cette tribune en si peu de temps, alors qu'il y a eu des sociétés qui à l'époque avaient refusé de construire cette tribune, parce que ça il faut le savoir. Le procès de la catastrophe est aussi un procès de la démesure. 13 accusés, un box blindé, plusieurs centaines de parties civiles, un théâtre de Bastia transformé en salle de tribunal et une vidéo pour retransmettre les débats. Un procès pour négligence devant un tribunal correctionnel. Les prévenus et le préfet, Henri Huran, jouent sur le flou de la loi pour nier leurs responsabilités. Seul Jean-Marie Boimont, l'ingénieur de Sutribune, reconnaît sa culpabilité. Il écope de 2 ans de prison ferme. Les responsables du football dans ce premier procès sont condamnés, les pompiers exonérés, l'État et ses services épargnés. 8 prévenus décident de faire appel. Et le parquet aussi contre le directeur de cabinet du préfet. Un deuxième procès a lieu, boudé par les victimes. Ce n'est pas parce que les familles ne viennent pas au procès qu'il n'y a pas la passion. Le chagrin, la passion existent toujours.
Ce deuxième procès verra la confirmation des condamnations, non plus de la prison ferme, mais du sursis pour les responsables du football, ligue, club, technicien de la fédération et directeur de la Socotec. Et une surprise, le directeur de cabinet du préfet, Raymond Ledin, est condamné pour négligence à 20 mois de prison avec sursis et 30 000 € d'amende. L'appel, en fait, a soulevé les mêmes questionnements que la première instance, sur la responsabilité de l'État et sur la mise en place d'une double billetterie par le club, et pas davantage de réponses. Ça remettait en cause, bien entendu, toute la gestion même du club à l'époque, puisqu'on avait parlé de double billetterie, qu'il aurait fallu donc des moyens, notamment au niveau de la brigade financière, d'exploration des comptes et des finances, non seulement des sociétés mises en cause et des sociétés satellites autour du club, mais également du train de vie de leurs dirigeants, sur lesquels il y avait beaucoup d'interrogations. Je crois que les victimes ont été flouées de leur besoin de justice. On vous dit qu'il faut, pour se reconstruire, il faut qu'il y ait soit une véritable justice, soit quelque chose pour rebondir, et pour gagner une résilience, etc. Là, non, au contraire, je veux dire que même les fondements, je veux dire, de la justice, tout s'est écroulé. Puisqu'au départ, on croit en une justice, puis après on se dit, non, la justice n'existe pas. Les victimes et leurs familles, 20 ans plus tard, se reconstruisent toujours. Elles se retrouvent tous les ans au pied de cette stèle à Fouriagne. Des commémorations qui ont pris une autre dimension depuis quelques années. Des jeunes viennent à la messe, viennent à la stèle, et c'est vrai que, donc, qu'il y ait cette nouvelle génération, c'est apaisant aussi pour nous, parce qu'en fait, on se dit, tiens, il y a un devoir de mémoire. Et là, c'est très important. Mais je ne pense pas que ça soit par rapport au 20e anniversaire. Je pense que depuis 5 ans, quand même, les personnes prennent conscience de ce qu'a été, je veux dire, le drame de Fouriagne. On a également commémoré cette semaine l'armistice du 8 mai 1945 qui sonnait l'heure de la paix en Europe et le retour des soldats dans leurs familles. Mais pour beaucoup, ce 8 mai 1945 représente aussi l'une des pages les plus sanglantes de l'histoire de la France, avec les massacres perpétrés par l'armée dans les villes de Sétif, Guelma et Kherrata en Algérie. Algérie française, 8 mai 1945. Des défilés pacifiques sont organisés pour célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des slogans indépendantistes apparaissent. Un jeune scout musulman qui porte un drapeau algérien est abattu par un policier. Des émeutes suivent, les représailles ne se font pas attendre. L'armée française massacre la population dans 3 villes. Le jour anniversaire de la victoire sur le nazisme est également celui de l'atrocité du colonialisme. Depuis 4 ans à Marseille, les Algériens de France rendent hommage aux victimes de ces massacres. Ils réclament une place dans l'histoire et une plaque que leur refuse le maire de la cité phocéenne. Ça fait partie de notre double histoire. En tant que Française, j'ai besoin de savoir, et en tant que franco-algérienne. Et d'être là à mendier une plaque de commémoration, c'est une insulte, quoi. Surtout à Marseille, quand on sait que Notre-Dame de la Garde, c'est des tirailleurs algériens qui l'ont libérée. Et être là à supplier le maire ne serait-ce que d'avoir une plaque, c'est une insulte. Selon les historiens, ces massacres à Sétif, Guelma et Kherrata auraient fait 8 à 15 000 morts. Selon les autorités algériennes, 45 000. Notre visage de la Méditerranée aujourd'hui, c'est celui de Iyad, un jeune Palestinien qui, il y a encore quelques mois, n'avait jamais quitté la bande de Gaza. Depuis septembre, Iyad est étudiant à Corté. Arrivé dans l'île par le biais d'une convention de solidarité, il prépare un diplôme universitaire de réalisation. Florence Antomarchi et Jacques-Paul Stéphanie l'ont rencontré. La ville de Corté, elle me ressemble un peu de ma ville. Parce que dans la ville de Khan Younes, même dans toutes les villes de la bande de Gaza, dans chaque ville, il y a un lieu historique. Cela fait 6 mois qu'Iyad a quitté l'histoire et la géographie de Palestine. Il a laissé les ruelles de Gaza, les plus densément peuplées du monde, pour la montagne si peu occupée de Corté. Aujourd'hui, en filière audiovisuelle à l'université de Corse, il y découvre l'aisance matérielle. C'est la différence. Donc, on a les qualités des stadiums, mais on n'a pas les moyens chez nous. On a des stadiums motivés pour travailler, pour montrer leur qualification, mais le problème toujours, il manque des matériels. On a des idées, mais on nous empêche les moyens pour
appliquer et pratiquer nos idées. Ici, Iyad peut mettre en pratique ses idées. Il prépare son film d'études qui compare les contextes de pêche entre la Corse et Gaza. Le tournage commence dans quelques jours. Dernier réglage avec le producteur. Samedi, on commence à 4h, on part en mer avec Michel. 4h au matin? Oui, et on finit à 15h, donc ce sera une journée bien chargée. Le regard très singulier d'Iyad a séduit Thomas. Moi, ce que j'aime bien dans le film de Iyad, comme il l'a écrit, c'est qu'il y a vraiment dans ce film un sentiment de liberté en fait. Travailler avec Iyad, c'est super passionnant parce que Iyad n'a pas fait d'études de cinéma avant, mais il a quand même quelque chose à dire. Donc moi, mon travail en tant que producteur, c'est de réussir à le faire communiquer avec un film. La liberté, c'est le cœur du projet de l'étudiant palestinien. Elle flotte, comme les barques des pêcheurs gazaouis. Là-bas, l'armée israélienne a posé une frontière, même dans la mer. Une des scènes délicates sur le film de Iyad, c'est vraiment l'instant où le pêcheur, donc on va suivre, va dépasser la ligne autorisée des pêcheurs à Gaza. Donc les 3000 marins, on a testé énormément de choses à l'écriture. Est-ce qu'on arrête le bateau de Michel? Est-ce qu'on lance une nasse pour voir ce qu'on peut trouver comme poisson à 3000 et ne pas trouver de poisson? Est-ce que ça doit passer seulement par la discussion? Est-ce qu'il faut mettre des images d'archives? Est-ce qu'il faut montrer qu'à prendre les images des bateaux palestiniens qui se font agresser par les bateaux israéliens quand ils dépassent les 3000 ou pas? Tant de questions pour cerner la limite, celle imposée militairement à Gaza, celle choisie ici par les professionnels de la pêche. Car dans le port d'Ajaccio, ce qui intéresse le Palestinien, c'est le retour à des techniques de pêche traditionnelles, moins coûteuses. Pour Iyad, c'est une source de liberté. Les techniques traditionnelles de la pêche ici, elles se coûtent rien. C'est-à-dire les pêcheurs ne dépensent pas beaucoup d'argent pour acheter des matériels. Ils peuvent fabriquer des casiers, des nasses, par des branches de myrte, par des tiges de myrte pour servir à la pêche. Donc moi j'aime bien de transmettre cette métier, cette technique aux pêcheurs de Gaza. Les expériences de vie que veut transmettre Iyad avec son film de part et d'autre de cette mer commune sont à la fois concrètes, poétiques et politiques. Cela va très bien à Vincent Gadjin, son tuteur dans cette aventure corse. Ce qui m'apporte quand même, c'est une relation particulière et concrète et sentimentale avec Gaza. Maintenant, nous sommes vraiment inséparables, quoi. Comme l'eau du port d'Ajaccio, c'est la même eau que Gaza. Voilà. L'association Corsica Palestine est à l'origine de cette action de formation solidaire. Elle la cofinance avec l'université et le Crous. Cela fait beaucoup de relations autour de l'étudiant, mais derrière la porte de la chambre, l'exil volontaire pèse. Il y a le manque des proches et la culpabilité. Je sais que la vie là-bas est très difficile parce que c'est la guerre, mais si je veux quitter mon pays parce qu'il y a la guerre, donc c'est pas l'appel d'être un Palestinien, d'être un Gazaoui. D'autant que les luttes palestiniennes se rappellent à lui tous les jours. Encore quelques mois pour sa formation et puis vite repartir dans sa bande. Il rêve d'une toute petite caméra qui pourrait tout filmer, tout raconter. Avant de parler de la couleur du ciel, une dernière escale en Grèce avec un événement chargé de symboles dans un pays ravagé par la crise. Jeudi, dans le théâtre antique d'Olympie, la célèbre flamme olympique a été allumée 78 jours avant le début des JO de Londres. Elle voyagera pendant une semaine en Grèce et sera remise à la délégation britannique le 17 mai à Athènes avant de partir pour la Grande-Bretagne où les Jeux débuteront le 27 juillet. Est-ce que la flamme du soleil va briller au-dessus de la Méditerranée ce week-end? On peut dire oui, même si quelques nuages seront présents de la Turquie au Maroc. Côté température, c'est la France qui décroche la plus mauvaise note avec un petit 16 degrés. Allez vous réchauffer à Alger ou au Caire où il fera 26 degrés, puis en Palestine 29 degrés et le pompon c'est Madrid et Rabat 32 degrés. En tout cas, où que vous soyez ce week-end, profitez-en et à la semaine prochaine.